Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une fois de plus, pour comprendre des questions très problématiques, très importantes concernant l'Afrique et ses diasporas de manière générale. Aujourd'hui, je vais m'intéresser particulièrement à une question, à une seule question, mais qui va bien sûr être reliée à d'autres sous-questions, comme ça, sous-jacentes, qui est que qu'est-ce qui empêche le développement, plutôt disons le ralentissement économique de l'Afrique et de sa diaspora de manière globale. Telle est la question du jour. On va un tout petit peu s'appesantir sur cette question pour comprendre les raisons derrière et les raisons fondamentales qui font que, ou bien qui feraient que, on observe, on constate comme ça, vous et moi, une forme bien évidemment de ralentissement ou de développement assez très peu de l'Afrique de manière générale. Alors, plusieurs pistes là-dessus, plusieurs réflexions. Certains diraient que c'est à cause des nations occidentales. Pour l'Afrique francophone particulièrement, l'idée en tête, ce serait d'accuser d'emblée la France, d'accord? On va y arriver, bien sûr, je ne fais que énoncer pour l'instant. D'autres, bon, c'est beaucoup plus ça l'argument principal prégnant qui revient, mais un bon nombre de personnes comme ça aussi, qui sont un peu plus critiques et qui ont un peu de recul sur cette question, commencent aussi à faire le lien entre non seulement la France, mais également les dirigeants, ou plutôt, on va dire, des valets, des sous-préfets dans ces pays africains. D'accord? Donc, deuxième piste de réflexion. Et troisièmement, moi, je vais rajouter également aussi une troisième cause qui est, cette fois-ci, les Afro-descendants eux-mêmes ou les Africains. Donc, on va essayer de comprendre cette question-là à travers ces trois raisons. Donc, la raison principale, qui est comme ça à chaque fois, historique plutôt, qui est donc de dire que c'est à cause des nations occidentales, et particulièrement pour l'Afrique francophone, à cause de la France. Et notamment quand on parle de la France ici à travers tout le complexe comme ça des entreprises françaises et particulièrement de la question du franc CFA, puisque là, pour le coup, il y a encore le franc CFA dans ces pays en question, les pays francophones pour la plupart. Bien sûr que en 2025 ou au XXIe siècle, parler du franc CFA, dans sa conception même en tant que monnaie à l'égard de ces pays-là, de penser ne serait-ce qu'il existe un pays sur cette terre, qui est la France, qui fabrique justement la monnaie de ces pays en question, c'est quelque chose d'aberrant. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Si on veut être un tout petit peu minimum, rester honnête, d'accord? Mais est-ce que maintenant, en soi, est-ce que cela empêche réellement, pour le coup, réellement, le développement de l'Afrique? À minima, des pays africains, francophones qui détiennent cette monnaie. Oui et non, évidemment. Oui, si on part du principe, comme je vous ai dit, qu'il y a un pays qui fabrique la monnaie de, je crois, 14 pays africains. Ça, c'est aberrant. Et quand on sait très bien les enjeux de la monnaie, de souveraineté, d'identité également, bien sûr, et j'en passe. Donc c'est tout à fait illogique, inconcevable, inadmissible, je vous passe les qualificatifs, qu'un pays comme la France détient encore ou fabrique encore cette monnaie-là. Est-ce que maintenant, c'est la France qui en est responsable en elle-même? Bien sûr, je parle maintenant, cette fois-ci, au présent, même s'il faut lier, bien sûr, avec le passé historique, malgré voilà, tout ce qui s'est passé. Là, maintenant, on entre en profondeur dans les vraies questions. Et si les dirigeants africains, ces préfets-là, entre guillemets, n'étaient pas aussi complices de la question elle-même, de cette situation? Parce que si la situation a duré autant jusqu'ici, on est en droit de se poser la question, peut-être que, je ne fais que énoncer et spéculer, mais de manière raisonnable, d'accord? Donc, je ne fais que
tirer comme ça une conséquence qui potentiellement se trouve juste à l'endroit du fait que si on part du principe que la situation en a duré jusqu'ici, jusqu'en 2025, peut-être que, voilà, ces fameux dirigeants-là, appelez-les comme vous voulez, sont potentiellement aussi complices de la situation. Et quand on commence comme ça à réfléchir, on commence maintenant à voir les choses d'une certaine manière qui n'est pas manichéenne ni assez directe, telle qu'on voudrait penser que la France en elle-même soit complice. Donc, qu'il n'y a que la France, en fait, qui bénéficie de cette situation-là. Alors, certains me diraient, le gâchis française, encore l'état profond, voilà. Bon, j'entre pas trop dans ces considérations, mais prenons le bloc tel que la France, bien sûr, par sa représentation. Donc, penser cela voudrait quelque part dire aussi que bien évidemment que je n'en doute pas que l'État français derrière doit certainement avoir tiré qu'un petit bénéfice. Quoi qu'il en soit, peu importe cette quantité de bénéfices-là, toujours est-il que si la situation a duré autant, c'est aussi parce que les Africains, les dirigeants africains, je précise ici, sont quelque part complices aussi de cette situation et donc en profitent également de cette situation-là. Et là, particulièrement, le bas blesse parce que là, c'est assez criant que une nation extérieure soit comme ça, profite des richesses d'une autre nation ou exploite, etc. Je vous dirais que dans un monde du capitalisme, dans un monde dans lequel seuls les rapports de force comptent, seule la violence, quelle que soit la forme dont elle se exerce, compte, il est logique de considérer que la France est dans tout son droit. Je pousse le bouchon trop loin. Enfin, assez loin pour que cela ne soit pas un débat. Parce que certains me diraient, alors certains esprits naïfs me diraient, oui, mais c'est pas bien ou c'est pas, ça ne se fait pas. Moi, je vous dirais que nous sommes dans un cadre, en tout cas, je me place dans un cadre de rapport de force parce que le monde est un rapport de force entre les nations, entre les États. Et donc, compte tenu de cette hypothèse-là, pour moi, je ne vois pas dans quel cadre moral, bien sûr, la France se priverait, si elle en jouit vraiment, effectivement, des bénéfices du franc CFA, de se retirer du jour au lendemain, comme ça. Juste parce que, pas bonté, pas esprit évangélique, pas être frappé par l'esprit du Saint-Esprit pour dire que, bon, voilà, j'arrête de profiter des richesses des Africains jusqu'ici. D'accord ? Donc, si on est dans cette admission-là, on comprend que c'est assez normal, en fait. Maintenant, là où c'est pas normal, puisqu'on part de la situation la plus critique, donc qui peut le plus, peut le moins, que cette fois-ci, là où c'est pas normal, c'est que les dirigeants africains, un certain nombre en tout cas, en sont également complices de cette situation-là. Parce que, évidemment, il s'agit de leur propre pays et donc de leurs propres citoyens. Ce que l'on ne retrouve pas en termes d'intensité vis-à-vis des nations occidentales qui, soi-disant, évidemment, profitent, en tout cas, que ce soit vrai ou pas, des pays africains. C'est-à-dire que même si en France, même si en Angleterre, peu importe la nation occidentale, même si les citoyens de plus en plus voient ces droits comme ça être bafoués ou réduits, toujours est-il que ce n'est pas les mêmes conditions que l'on a vis-à-vis d'un dirigeant africain, vis-à-vis de sa propre population. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où la situation est critique, et c'est là où on devrait d'autant plus mettre de la lumière à cet endroit-là, par rapport au fait que la France, particulièrement à l'endroit des pays africains francophones, mais de l'Occident de manière générale vis-à-vis de l'Afrique, exploite l'Afrique. C'est une vérité assez dérangeante que les Africains eux-mêmes, j'en fais partie évidemment, ne
ne voudraient pas questionner. Comme je le disais, si la situation a duré autant de temps, enfin autant jusqu'ici, d'accord, ça veut peut-être dire, et sans doute que ces dirigeants-là sont complices. Évidemment que c'est ce qu'on appelle la France-Afrique, enfin que certains, évidemment, sous ce vocable-là désignent, d'accord, le fait que, comme ça, vous avez une oligarchie entre la France et les États africains, un certain nombre d'acteurs africains qui s'entendent pour, comme ça, capter cette richesse-là, exploiter toutes les richesses de l'Afrique et maintenir comme ça une population dans la pauvreté, peu importe ce qui lui arrive. Donc, je pense que jusqu'ici, pour un bon nombre de personnes, on devrait être en accord avec eux. Je ne fais que tirer des conséquences, cette analyse en fait que je viens de faire. Là où je pense aussi que l'on ne voit pas souvent, l'angle qui n'est pas le plus souvent questionné, c'est maintenant la responsabilité des peuples africains, des peuples réellement, du citoyen africain, du citoyen afrodescendant, qu'ils vivent sur le continent africain ou en diaspora. Lui également, il est complice de cette situation. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si la situation, une fois de plus, a été projetée comme ça dans le temps, jusqu'ici, a perduré jusqu'ici, c'est aussi parce que, en termes de mentalité, de questionnement, de sa vision de la vie, de sa vision des rapports vis-à-vis de l'autre, d'autrui, et autrui, particulièrement ici, son propre dirigeant ou ses propres dirigeants, c'est aussi parce que là, il y a une défaillance. Parce que supporter un état de fait comme ça, qu'aucun citoyen dans le monde entier, dans une nation occidentale par exemple, n'a accepté jusqu'ici, c'est donc la preuve que le citoyen afrodescendant africain en est complice de sa situation également. Comme le disait par exemple Thomas Sankara, je paraphrase, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. D'accord ? Et ça, on peut l'appliquer véritablement aux afrodescendants, qu'ils vivent, comme je le disais, que ce soit sur le continent comme en diaspora. Et même dans la diaspora, on rencontre un certain nombre de schémas répétitifs comme ça, motifs qui reviennent vis-à-vis évidemment de cette accusation victimaire qui est faite souvent à l'endroit des nations occidentales. Cela ne veut pas dire que les nations occidentales ne sont pas critiquées ou ne sont pas pointées du doigt. Très loin de là, je vous précise bien ça. D'accord ? Mais simplement critiquer, mais sans voir en retour la complicité, évidemment, des afrodescendants, de par leur mentalité, à questionner, qui est pour moi la matrice fondamentale de leur problème aussi. C'est comme ça être hypocrite, ne pas faire preuve, en fait, justement, de justesse, de clairvoyance dans la situation que vivent les afrodescendants en diaspora comme sur le continent. Et je vais terminer avec quelques exemples particulièrement. Quand vous prenez, simplement, peu importe en tout cas, prenons les pays francophones, donc le Cameroun, Gabon, Centrafrique, enfin, vous voyez bien que dans ces pays-là, d'accord, etc., hein, bien sûr, un minimum de conditions que l'on aurait aimé voir auprès de la population, on constate bien que c'est le néant, c'est le vide. Là où c'est encore particulièrement plus criant, c'est que lorsque certains arrivent ici en Europe ou vivent en Occident, certains encore continuent à justifier un certain nombre de régimes qui se trouvent dans ces pays-là, de présidents ou de préfets, enfin appelez-les comme vous voulez, alors qu'ils vivent ici et qu'ils sont bien conscients que dans leur pays, le minimum qu'ils ont ici n'existe même pas dans leur pays. Mais ils parviennent néanmoins à trouver des excuses, des justificatifs, des raisons valables
à la présence de ces régimes dans leur propre pays d'origine. Et à côté de cela, critiquer la France de temps en temps et continuellement même. Mais tout en vivant ici, évidemment. C'est une schizophrénie qui me dépasse. Et je trouve que, deux fois, les Africains, de manière générale, les afro-descendants, pêchent à ce niveau-là. Une fois de plus, je précise bien, ceci ne veut pas dire que ou occulter le fait ou les actions, bien sûr, visibles des nations occidentales sur les pays africains. Mais on peut très bien, d'un côté, être conscient et voir ces enjeux-là, ces actions-là. Comme je vous disais, nous sommes dans un monde de rapport de force du fait du capitalisme, tout à fait. D'accord ? C'est inhérent, justement, au capitalisme. Mais à côté de cela, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Puisque on part du principe qu'on vit entre nations dans un état de rapport de force. La Chine, la Russie, les États-Unis, il va y avoir probablement un traité de paix, en tout cas une vente de l'Ukraine, dépecée comme ça, entre les États-Unis et la Russie, et l'Europe comme ça va être lésée. Voilà aussi les Européens. Ça, c'est une leçon que je voudrais pointer du doigt et mettre un exergue auprès des Africains, des Afro-descendants, pour comprendre que le monde n'est pas une affaire de bisounours. Voilà l'Ukraine qui va être dépecée et vendue entre, globalement, la Chine, la Russie et les États-Unis. Les États-Unis, bien évidemment, ça c'est très, très simple à comprendre, ne voudraient pas plus investir que ce qu'ils ont déjà investi, d'accord ? Voudraient contrecarrer la Chine pour pas que la Chine se rapproche comme ça, que la Russie se rapproche comme ça de la Chine. Et la Russie, c'est évident. Et la Russie voudrait aussi avoir son espace de territoire et être leader du monde du Sud global. Mais dans tous les cas, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force, il est imposé par la force, évidemment, imposé par une vision, par une mentalité à avoir du fait du dirigeant du pays en question. Donc, pour revenir à la problématique du départ, si les dirigeants africains ou si la situation en Afrique en est comme elle en est aujourd'hui, jusqu'ici, jusqu'à ce jour, et encore dégradée de plus en plus, c'est aussi parce que ces dirigeants en question, de par leur vision, ne souhaitent pas imposer le rapport de force vis-à-vis des nations occidentales, mais plutôt vis-à-vis de leurs propres citoyens. Mais dans tous les cas, ça reste toujours un rapport de force. Simplement, c'est à qui bénéficie le crime, comme on dit. Donc, les Africains doivent prendre leur destin en main et de se lever pour deux choses. Bien sûr, dénoncer comme ça toute spoliation de leurs richesses minières, matières premières, tout ce que vous voulez, mais également de se lever contre leurs dirigeants qui les exploitent en priorité et qui sont évidemment en complicité avec les autres nations occidentales. Voilà mon message du jour. Je pense que c'est assez très clair là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être que si j'aurais d'autres analyses à faire valoir, mais il faut être honnête et concret et surtout juste quand on veut critiquer une situation et essayer d'apporter des pistes de réflexion positives ou de solutions. Merci de m'avoir écouté. On reste concentré. Abonnez-vous, likez et partagez. Je vous dis au revoir. Merci les amis.